Bonsoir, chers amis. Nous entamons aujourd'hui cette deuxième partie de l'émission avec le professeur Adil Houari sur cette absence abyssale de l'intelligentsia algérienne, de cette saignée, de cette déperdition scolaire, de cette hémorragie des élites vers l'étranger. Nous allons essayer de parler des causes de ce désastre, mais aussi des perspectives de renouveau, des possibilités de repartir du bon pied, si je peux dire. Professeur Adil Houari, merci encore une fois d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie, Jamal. Merci. Professeur Adil Houari, aujourd'hui, surtout pour les gens de notre âge, vous et moi, qui avons connu une autre Algérie, même si elle n'était pas très reluisante, hein. Il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de difficultés. Il n'y avait pas aussi de confort qu'aujourd'hui pour beaucoup de monde, de possibilités dans l'habitat, dans le logement, dans une certaine qualité de vie pour certaines tranches de la population. Mais avant, il y avait des élites qui étaient là, que nous connaissions, qui exerçaient, qui transmettaient leur savoir, qui exerçaient une sorte d'autorité morale, mais qui aujourd'hui sont aux abonnés absents. L'école, on parle d'un niveau de l'école parmi les plus faibles du monde. On parle du niveau universitaire parmi les plus faibles du monde, y compris dans le tiers-monde. Alors qu'à un certain moment, je me rappelle que dans l'université algérienne, beaucoup d'étudiants venaient d'Afrique, venaient d'Asie, venaient du Moyen-Orient pour étudier en Algérie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est l'inverse qui se produit. Alors, d'abord, globalement, avant d'aller au cas par cas dans des questions précises, comment expliquez-vous ce naufrage, même si je parais exagérer un peu, ce naufrage de l'intelligentsia algérienne? Bon, c'est une question à laquelle on ne peut répondre que si on élargit. C'est une question d'abord à l'origine politique. Ce que vous appelez le naufrage, c'est le résultat de 3 périodes historiques. La première période, 1962-1979, c'est-à-dire celle de Ben Bella Boumediene, ils avaient un projet, c'était un projet populiste, tiers-mondiste, mais c'était un projet qui ne pouvait pas réussir. Et donc l'échec de ce projet a eu des effets négatifs sur la société et sur le rapport à l'État. Après la mort de Boumediene, les dirigeants, à travers Chadli, ont essayé de faire des rectifications. Mais Chadli n'avait ni la compétence ni l'autorité pour opérer des changements. Il a essayé à la fin de son mandat avec Hamrouche, mais les officiers supérieurs qui entre-temps étaient devenus des généraux et qui avaient tous des intérêts dans le monopole des importations de l'État, ont renvoyé le gouvernement Hamrouche. Et la troisième étape, comme on dit chez nous, c'est les années 90. Il y a eu des destructions, il y a eu un exode massif d'élites, il y a eu un traumatisme. Et le régime aujourd'hui, il est en train juste de gérer, et de mal gérer, ces 3 héritages. Et le régime aujourd'hui n'a pas de projet. Il n'y a pas de projet qui mobiliserait la société. Quel est le projet de Tebboune ou des généraux? C'est juste de se maintenir. C'est juste de se maintenir. Ça, ce n'est pas un projet. Alors, il y a des régimes autoritaires.
le régime de Boumediene était autoritaire, le régime de Boumediene avait un projet. Moi, quand j'étais étudiant et je suis parti en France soutenir une thèse, et après la soutenance de ma thèse, à la fin des années 70, je suis rentré en Algérie parce que j'y croyais dans le projet. Je croyais, je voulais participer au développement. Et nous étions des milliers, je n'étais pas le seul. Mais Lyon, il n'y a pas de projet. Et donc, c'est le fait qu'il n'y a pas de projet qui explique. Alors, l'Iran, c'est un pays autoritaire, c'est un régime autoritaire, il a un projet. La Chine, c'est un régime autoritaire, c'est le parti unique. Ils ont un projet. Mais il y a un parti. En Algérie, il n'y a pas de parti. Même du temps de Boumediene, il n'y avait pas de parti. C'était l'administration. Alors, quelles sont les causes de l'échec? Les causes de l'échec, c'est que ce régime, comme on en a parlé dans la première partie, il a déresponsabilisé la société. Et pour Boumediene, et le régime actuel, il se réclame encore de la pensée de Boumediene, qui est une pensée très très pauvre, il veut que ce soit l'État qui développe. Alors que dans l'histoire, l'État ne développe pas. L'État n'a jamais rien développé. C'est la société qui développe l'économie et c'est la société qui construit l'État. Mais si les dirigeants n'ont pas confiance dans la société, ils n'ont pas confiance dans les dynamiques sociales et culturelles de la société, eh bien, ça ne peut pas marcher. Un point de paternalisme. Le paternalisme, etc. Donc, et c'est là la cause du problème, c'est ça la cause. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir, il faut laisser les partis politiques. Aujourd'hui, il y a un seul parti d'opposition légale. Du bien, c'est le RCD. Et on lui met des bâtons dans les roues. Les autres, ce ne sont pas des partis d'opposition. La vocation d'un parti, c'est de conquérir le pouvoir pour mettre en place le projet qui a été discuté par les militants dans tout le pays. Alors nous sommes dans les partis, restons-y, quitte à revenir sur autre chose après. Les partis politiques, aujourd'hui vous dites que le seul parti politique qui vaille en les temps d'opposition, c'est le parti RCD. Les autres partis, qu'est-ce qu'ils sont finalement dans tout ça, alors qu'ils sont censés être des sources d'alimentation du pouvoir en députés, en maires, en élus de toutes sortes, alors qu'aujourd'hui, ce sont des sortes je ne sais pas comment les qualifier, de cooptation, de coterie, pour essayer d'obtenir des privilèges, d'essayer de faire passer les leurs à des postes très, très... avoir des prébendes. Voilà. Mais alors qu'elles sont censées être des élites. Et l'objet de notre émission aujourd'hui, c'est justement cette extinction des élites. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces partis politiques dont vous êtes en train de nous dire qu'ils sont quasiment tous passés de l'autre côté et qu'ils ne sont plus des élites politiques? Non, ce ne sont pas des partis politiques. Ce ne sont pas des partis, ce sont des groupes d'intérêts, des groupements d'intérêts. Et quand le régime, le pouvoir exécutif, il fait le vide, eh bien, vous allez avoir des opportunistes. Les opportunistes qui vont s'engouffrer pour avoir des privilèges à différents niveaux de l'administration de l'État. Un parti politique, c'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est une association qui est enracinée dans tout le pays, dans tout l'espace, et qui défend une vision politique, une vision, un projet idéologique, et qui en même temps critique l'usage de l'autorité publique. Parce que l'autorité publique appartient au public. L'autorité publique que détient Tebboune, ce n'est pas à lui. L'autorité publique que détient Tebboune, le président Tebboune, c'est l'autorité de la société. Et donc, les Algériens, les citoyens, ont le droit et même le devoir de critiquer l'usage de cette autorité publique
lorsque cet usage ne sert pas les intérêts du pays. C'est ça un parti politique. Mais Or, pourquoi, le pourquoi pouvoir ce n'est pas le cas? exécutif, Pourquoi ce n'est pas le cas? parce qu'il interdit. Voilà. Il interdit. Ça veut dire que le système politique, le pouvoir, interdit l'émergence de volontés qui pourraient tendre vers une vraie représentation populaire, Mais bien sûr. vers une vraie Mais utilité publique. l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas représentatifs de la population algérienne. Non. Et pourquoi le pouvoir a-t-il fait ça? Est-ce que c'est juste parce que ça le sert lui? Parce qu'il ne veut pas d'autonomie du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif, il veut être le seul pouvoir. Et donc c'est pour l'AFRIM, comme on dit, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir Il n'y a judiciaire. pas de pouvoir Il n'y a pas de législatif. séparation. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas d'autonomie. S'il y avait l'autonomie, vous savez le nombre. Si la justice était autonome, vous savez le nombre de généraux qui ont été arrêtés par des juges? Beaucoup, beaucoup, pour ne pas dire... Or, ces généraux, il y a beaucoup de généraux qui sont en prison, ces généraux-là sont arrêtés par d'autres généraux, parce que, comme on dit chez nous, fatahou. Il les dérange. Non, ils portent atteinte à leur pouvoir. Mais ce n'est pas le juge qui arrête un commissaire ou un gendarme, parce qu'il n'est pas autonome. C'est coup de téléphone. Au contraire, le juge, il va arrêter quelqu'un qui a critiqué une mauvaise décision du pouvoir exécutif. Et ce juge, il viole la Constitution en faisant cela. Voyez-vous? D'accord. Donc, pour ce qui est des partis politiques, c'est clair. Il ne peut pas, en les circonstances actuelles, en la pratique du pouvoir actuel, il n'est pas possible qu'une vraie représentation de l'intelligentsia au sein de vrais partis puisse émerger, d'après vous. Oui. Ça ne peut pas être. Oui. Parce que le pouvoir exécutif, donc la légitimité provient de l'appareil militaire. Il refuse que les relations entre Algériens soient des relations politiques. Le pouvoir exécutif refuse qu'on rentre dans le politique. Parce que si on rentrait dans le politique, on va l'institutionnaliser. Et le politique, il va se trouver dans les assemblées élues, locales, régionales et nationales. Or, le pouvoir exécutif, et donc aussi le pouvoir militaire, le régime, la hiérarchie militaire, refuse que l'Algérie rentre dans le politique. On est dans le pré-politique. Et le pré-politique, les rapports, parce que le politique existe qu'on le veuille ou non, les rapports politiques sont régulés par la violence. Soit la violence d'État, soit la violence par le bas, la violence de la société. Alors que si on accepte que nous sommes une société, et comme toutes les sociétés nous sommes divisées, eh bien ces divisions vont se retrouver au niveau de l'Assemblée nationale, et non pas au niveau de la rue. Le problème est que ce système refuse autant la politisation, comme vous dites, de ces institutions de façade, de pure façade, que la revendication de la rue, Bien sûr. dans la rue. Moi, je pense que la hiérarchie militaire a raté une occasion en or, c'était le Hirak. D'aller vers une vraie transition. Une vraie transition, et même une transition étalée dans le temps. Douce. Et progressive. Et progressive. Qui lui laisse le temps de partir doucement. Non, les généraux n'ont pas accepté. Pour vous dire la vérité, ils ont eu peur. Oui. Ils ont eu peur de leur société. Parce qu'ils la connaissent, c'est eux qui l'ont faite. Non, c'est parce que... Bon. Adil Houari, il y a une question que je voudrais vous poser, dont un de vos illustres confrères, Mustafa Al-Sharf, avait déjà parlé, Rabbi Rahmou. Lui focalise beaucoup sur l'exode rural, dont il dit que... Il le dit en substance, que l'exode rural a beaucoup cassé des dynamiques, des plans à moyen et à long terme, qu'il est devenu très vite incontournable. Il parle même de rurbanisation, la cité qui s'est ruralisée. C'est vrai, nous sommes tous venus du rural, quasiment tous,
à un moment ou à un autre de nos parentèles. Mais à un certain moment, moi je me rappelle, j'étais petit, du temps de la colonisation, la ruralité arrivait au compte-gouttes. Et elle avait le temps de se laisser adapter, assimiler, d'apprendre à vivre, de connaître les valeurs de la cité, de s'y adapter, de s'y faire. Par exemple, je vais donner un exemple très trivial. Par exemple, dans la campagne, mouche de cracher par terre, parce qu'il y a la terre qui absorbe le crachat, c'est très naturel. Mais quand le rural part à la ville, il voit que les gens ne crachent pas par terre, parce qu'il n'y a pas de terre. Il y a des trottoirs, il y a du carrelage, il y a de la faïence. Et donc il apprend doucement, doucement, parce que lui est une minorité et que la majorité de la cité ne crache pas. Donc il apprend. Est-ce que cette urbanisation, cet exode rural massif, incontrôlé ou parfois provoqué pour renverser certains équilibres, est-ce que cet exode rural n'a pas contribué à une très grande partie dans l'effondrement du niveau scolaire, entre autres, et du niveau civique? Non, je sais que la question est méchante. Hein. Non, il faut faire attention, Jamel, il faut faire attention. Oui. Parce que, bon, en 1962, la société algérienne était à 80% rurale. Oui. Et il y a eu une guerre de libération qui était évidemment encadrée par des citadins du mouvement national, mais les bataillons de l'ALN, n'est-ce pas, c'était des ruraux. Et les grandes batailles contre l'armée française se sont déroulées dans les montagnes et dans les plaines, etc. Et l'armée française a détruit des villages, a détruit des bourgs, a détruit donc... Et en 1962, lorsqu'il y a eu l'indépendance, et l'indépendance était vécue comme un idéal, l'indépendance voulait dire pour nous l'accession à la modernité que la France coloniale nous refusait. Et donc il y a eu déjà dès 1962 un premier mouvement d'exode rural. C'était un exode rural légitime parce que ces familles qu'on le veuille ou non, de moudjahidines, n'avaient pas d'eau, n'avaient pas d'école, n'avaient pas d'hôpitaux, etc. Et c'est normal qu'une grande partie d'entre eux viennent en ville. La deuxième vague d'exode rural a eu lieu à partir de 1973-74 avec la fameuse révolution agraire. Et la troisième phase d'exode rural a eu lieu lors de la décennie noire. Dans les trois phases, l'État n'a pas encadré cette dynamique d'exode rural qui était inévitable et qui était aussi... parce que... ce n'est pas normal pour la révolution agraire. Ça aurait dû être l'inverse. L'exode aurait dû être à rebours, des villes vers la campagne. Non, mais la révolution agraire n'a pas été... c'était pas une révolution agraire, c'était une étatisation de la terre. Qu'est-ce que j'appelle étatisation de la terre? On a créé des coopératives et on a déresponsabilisé les paysans. Et pourquoi cela a créé... les coopératives étaient toutes déficitaires. Oui. Et pourquoi cela a-t-il créé un exode rural? Parce que comme les coopératives étaient déficitaires, eh bien, elles ne pouvaient pas à un certain moment payer relativement les travailleurs, et les travailleurs, ils quittaient les coopératives et ils allaient chercher du travail dans les villes, surtout qu'à l'époque, n'oubliez pas, c'était le boom de l'industrialisation et il y avait des opportunités d'emploi à Constantine, à Alger, à Oran, à Tizi Ouzou, etc., etc. Et donc la révolution agraire a été une... Mais le problème, c'est que il n'y a pas eu une politique nationale d'accompagnement de cette transformation radicale de la société algérienne. Parce que la société algérienne était à 80% rurale en 1962. 50 ans après,
la société algérienne est 70% urbaine. Sinon plus. C'est énorme, Oui. avec une absence de l'État, Alors permettez-moi de... vous avez dit tout à l'heure, un rural, il crache dans le... Les villes algériennes, elles sont mal entretenues. Oran, Alger, Constantine, Tizi Ouzou, il y a de la saleté partout. Pourquoi? Ben moi, je vais vous donner l'explication pourquoi. Parce que le pouvoir exécutif refuse l'autonomie du pouvoir municipal. Je vais vous donner un exemple. Prenons la ville d'Alger. La ville d'Alger a une assiette fiscale, comme la ville d'Oran, la ville de Tizi Ouzou, la ville de Ouergla. Si avec les taxes d'habitation, les taxes foncières, les taxes que payent les commerçants, la mairie d'Alger aurait des milliards de dinars. Et la mairie d'Alger gérerait ces milliards pour le bien, pour améliorer le cadre de vie d'Alger. Or, le pouvoir exécutif central, il ne permet pas au pouvoir, un pouvoir municipal autonome, et de gérer cet argent des habitants d'Alger. C'est le pouvoir central qui le prend. Voyez-vous? C'est pour ça on n'a pas de mairie. Il n'y a pas de maire. Il n'y a pas de pouvoir municipal. Vous comprenez? Alger serait aussi belle que Paris ou que Lyon si les recettes fiscales de la ville d'Alger étaient gérées par la municipalité d'Alger. Et ça, Boumediene, en 1967, il a mis sur pied un code communal qui voulait que le budget de la commune dépend de la wilaya. Et c'est pour ça que le chef de daïra, le préfet, est un fonctionnaire qui est plus important que le maire. Alors que le maire, normalement, c'est un magistrat. Oui, mais si tant est que le maire et les conseillers municipaux soient élus par le peuple. Ben, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas. On revient. Voyez-vous, on connaît le nom du maire de Paris, le nom du maire de Lyon. On connaît même le nom du maire de Londres. Le nom du maire de New York, on le connaît. On ne connaît pas le nom du maire d'Alger. Oui. Ah mais je suis d'Oran, je ne connais pas le maire d'Oran. Le nom. Oui, pourquoi? Parce que le pouvoir exécutif, le régime, ne veut pas de pouvoir municipal. Il ne veut pas de pouvoir municipal, il ne veut pas de pouvoir syndical, il ne veut pas de pouvoir, aucun pouvoir. Le pouvoir exécutif. Pour en revenir à l'exode rural massif, les 3 grandes vagues que vous avez citées, vous pensez donc qu'il n'y a pas eu d'impact sur l'effondrement du niveau scolaire, rural, scolaire, culturel, administratif, civique? Vous savez, dans toute société, il y a des dynamiques, il y a des potentialités. Et quand le pouvoir exécutif étouffe toutes ces potentialités, tout se met à fléchir, tout se met à décliner. Le pouvoir exécutif refuse à la société algérienne de se prendre en charge. Il y a des potentialités extraordinaires en Algérie. Nous avons une jeunesse dynamique. Il y a, qu'on le veuille ou non, une profonde aspiration à la modernité. Et cette profonde aspiration à la modernité, malheureusement, les Algériens veulent la réaliser en partant à l'étranger. Pourquoi? Parce que le pouvoir exécutif, il bloque toutes les perspectives de mobilisation des énergies locales. L'une des raisons pour lesquelles les gens partent, c'est la faiblesse du dinar. Vous savez, un Algérien qui a la possibilité de travailler à l'étranger, il va à l'étranger, parce qu'il se rend compte qu'il est payé 10 fois ou 15 fois plus. C'est pour ça qu'on a autant de médecins qui partent, autant d'ingénieurs, autant de professeurs d'université. Ce pouvoir exécutif est en train de faire saigner la société algérienne. Et vous pensez qu'ils ne partent que pour des considérations matérielles de l'ordre que vous citez? C'est-à-dire pour une vie meilleure, il n'y a pas
un mal-être au sein de la société, il n'y a pas une dégradation de l'environnement, des mœurs, du flicage, de la censure religieuse. Un médecin ou un professeur d'université, bien sûr, il tient à avoir un salaire décent, un salaire de classe moyenne. Les classes moyennes ont été paupérisées en Algérie. Mais il aimerait bien aller voir un film dans un cinéma. Il aimerait bien aller avec ses enfants et sa femme dans un restaurant. Il aimerait bien lire un journal où il n'y a pas que le discours du pouvoir exécutif. Et donc tout cet ensemble d'éléments font que la vie sociale en Algérie est morose. En un mot, il n'y a pas les conditions sociales pour les classes moyennes en Algérie. Et c'est pour ça que les classes moyennes, notamment universitaires, partent. Il n'y a pas de... Mais ça, c'est la responsabilité, c'est le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif. Alors, dans cet ordre d'idées, justement, est-ce que cet affaissement du niveau culturel, scientifique, scolaire, universitaire, de tranches importantes de la société, est-ce qu'il serait dû à un affaissement du niveau scolaire? Si oui, pourquoi? Du niveau universitaire? Si oui, pourquoi? De l'ambiance générale en termes de civisme, en termes de mœurs, en termes de tolérance? Et si oui, qu'est-ce qui a provoqué la dégradation du niveau scolaire devenu l'un des plus faibles au monde, la dégradation du niveau civique à un point où les gens sont presque tous enfermés derrière leur baroudage? Qu'est-ce qui a provoqué le niveau d'effondrement quasi total de l'université algérienne et donc de l'hémorragie massive de beaucoup parmi ce public vers l'étranger, à votre avis? Je ne sais pas, je ne crois pas que le niveau scolaire est parmi les plus faibles au monde, le niveau scolaire en Algérie. Il faudrait que je voie des statistiques fiables et avec des comparaisons. Mais c'est vrai que la massification de l'enseignement, qui était légitime, hein, il faut... La promesse ou la revendication du mouvement national, c'est que tous les enfants aillent à l'école. Mais cette massification n'a pas été encadrée. Elle n'a pas été encadrée sur le plan matériel. Il y a des classes où il y avait 40 élèves et on m'a dit, par exemple, à Mostaganem, il y avait un enseignant qui m'avait dit « J'ai 40 élèves dans une classe primaire, une classe d'une école primaire, et il y a seulement 30 chaises. » Ça n'a pas été accompagné. Il aurait fallu accompagner et il aurait fallu, mais pour cela il aurait fallu un projet. Il n'y a pas de projet national. Il aurait fallu aussi accompagner les enfants de l'âge de 5 ans ou 6 ans et puis faire une sélection pour amener les meilleurs à l'université, et non pas faire du populisme. Et quand je dis, par exemple, si un enfant il n'a pas eu la moyenne, et s'il sort avec un diplôme du brevet, qu'il soit orienté vers une formation professionnelle. Hein, comme on dit chez nous, khadma sherifa, n'est-ce pas? Quand on donne à tout le monde le bac avec 7 sur 20 de moyenne, ça veut dire qu'on donne à personne le bac. Et c'est ainsi qu'il y a des étudiants qui viennent avec un niveau très faible. Mais ceci dit, quand vous avez l'université algérienne, aujourd'hui, compte à peu près 1,5 million à 2 millions d'étudiants. Naturellement, sur ces 2 millions d'étudiants, il y a 150 000 ou 200 000 qui sont de très bons étudiants. Parce qu'ils ont travaillé par eux-mêmes. Environ 5%. 5 ou 10%. Mais malheureusement, ces 150 000 ou 200 000 étudiants, ils partent à l'étranger quand ils finissent. Ou bien ils travaillent pour partir à l'étranger. Systématiquement?
Oui, oui, la plupart d'entre eux. Ce qui fait que l'université ne profite pas de ses meilleurs étudiants qu'elle a formés. Elle a formé, elle a beaucoup payé, Elle a beaucoup payé, investi, elle a formé, etc. pour que les autres les cueillent en ils fruits partent. mûrs. Ils partent. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de projet national. Et pourquoi? Ben parce que les partis politiques sont interdits. Ces problèmes-là, ils sont discutés où? Ils sont discutés dans les partis politiques. Or, ces problèmes-là, vous savez où ils sont discutés? Ils sont discutés dans une surface très étroite. Vous voulez dire que normalement, ils sont discutés dans les partis politiques? Normalement, ils devraient être discutés, mais ce n'est pas le cas. Mais dans des partis politiques libres. Libres. Représentatifs. Représentatifs de la société. Qui sont dans la liste. liste. Et ces problèmes-là sont décidés, discutés, tranchés par une vingtaine de personnes. Et cette vingtaine de personnes, c'est des généraux. Mais il est pourtant de leur intérêt à ce que leur pays, celui de leurs parents, celui de leurs enfants, même s'ils ont leur base arrière ailleurs, il est de leur intérêt que ce pays puisse avancer plutôt que de ne pas cesser de reculer. Ils n'ont pas la culture suffisante pour avoir une vision pour ce pays. Elle a dit que beaucoup d'entre eux, peut-être, sont de bonne foi. Et si vous entendez parler des généraux, moi, je n'ai jamais entendu. Probablement, bon, j'ai fait mon service militaire et je sais, ils mettent tout la faute à la société. Ils ont quasiment un regard colonial sur nous. C'est ce qu'ils disent. Oui, vous vous rappelez où Yahya quand il parlait des manifestants qui يتعلموا ويمانيفستيو في الطريق وما كسروش. Ils ont exactement le même regard des colons sur nous, sur la société. وهذه من جايه ما عندهمش الثقافه. Ils n'ont pas la culture. Pourtant, Adil Houari, quand vous examinez d'un peu plus près certaines méthodes, comme par exemple la corruption des masses et la corruption des élites restantes, celles qui restent. Quand vous voyez par ailleurs cette mainmise, cette emprise sur toute la presse, quand vous voyez cette corruption des potentats locaux, un peu pour fliquer les gens. Rappelez-vous du temps du Hirak, il y avait des régions entières qui n'ont pas suivi parce qu'elles étaient sous le contrôle total de certains potentats, de certaines zawiyat, de certaines corporations de trabendistes, comme par exemple Tebessa, Sougaras, que je connais bien. Ce régime, donc, qui maître est-ce contrôle des relais naturels du régime, ceux qu'il déclenche aussitôt qu'il se passe quelque chose dans le pays, non seulement pour faire remonter à lui toutes les informations, mais aussi pour envoyer vers toutes les couches sociales des consignes non dites. Par exemple, هذاك حركي, هذاك يحب يحرق البلاد, هذاك يخدم مع المروك, هذاك يخدم مع إسرائيل, etc. Des gens qui sont capables d'un tel flicage et d'une telle corruption systémique. Comment peuvent-ils ne pas penser dans le bon sens à essayer de relever un peu ce pays, à mettre fin à cette hémorragie de Harraga, à cette hémorragie des Harraga des élites, à cette hémorragie de l'argent qui va ailleurs? Parce qu'ils ne fonctionnent pas à la raison, ils fonctionnent à l'instinct. Et c'est leur instinct qui les amène à surveiller la société et à... Il n'y a pas de... S'il n'y a pas de parti politique, s'il n'y a pas de culture, il n'y aura pas donc d'intellectuels, il n'y aura pas de débat. Et le débat, que ce soit à la télévision, à la radio, dans la presse, que lit un général algérien? Il lit la presse algérienne, mais la presse algérienne, malheureusement, et elle était assez riche il y a pas longtemps, mais maintenant elle est une pauvreté. Et donc le général algérien n'a pas accès comment dirais-je, à la réalité et du pays et du reste du monde. Moi, je connais des généraux algériens qui sont vraiment d'un très haut niveau. Un niveau technique? Non, niveau intellectuel, niveau technique, une vision, des perspectives.
mais qui avoue ne rien pouvoir faire. Parce que la machine fonctionne en autarcie, fonctionne toute seule. Non, peut-être qu'il y a certains généraux qui ont certainement une culture, une bonne éducation, etc. Mais ils sont isolés. Oui. Vous prenez le cas de l'Ikhdiri. Oui. Il est en prison. Oui. Ils l'ont mis en prison. Oui. Et donc ce sont ceux qui fonctionnent à l'instinct qui dominent. Mais le problème, c'est que nous avons un pouvoir exécutif qui étouffe la société. Essayons à présent d'envisager les choses sous des perspectives un peu plus, j'allais dire, prometteuses, un peu plus favorables. À votre avis, Adil Houari, est-ce que tout cela est réversible? Est-ce que demain, ces élites qui se comptent aujourd'hui en centaines de milliers, les élites algériennes qui travaillent à l'étranger, qui sont un peu partout aujourd'hui, prenez par exemple la France, il y a un minimum de 20 000 médecins algériens, 20 000, qui ont été formés totalement en Algérie. Il y a des Algériens dans la banque, dans la presse, dans tous les milieux du management, du commerce, de l'économie. Est-ce que ces gens qui ont aujourd'hui leur vie en Occident, aux États-Unis, au Canada, en Algérie, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Australie, un peu partout dans le monde, est-ce qu'il serait envisageable que demain il puisse y avoir une sorte de, comme disent les Israéliens, d'exodus, d'un retour massif de ces populations d'élite vers le pays pour pouvoir le redresser? Est-ce qu'il est possible aussi, d'un autre côté, de mettre fin à cette hémorragie qui consiste à faire partir délibérément les jeunes pour vider la rue d'un potentiel colère et pour les fourguer à l'autre côté de la Méditerranée en vue de pouvoir faire chanter ces pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, etc. À votre avis, est-ce qu'il reste possible demain d'inverser la vapeur? Premièrement, il y a toujours de l'espoir. Ce régime a vaincu notre génération. Mais les générations prochaines, je ne crois pas qu'il va les vaincre. Et puis, l'une des raisons pour lesquelles il a vaincu notre génération, parce que notre génération ne veut pas rentrer, et je parle du Hirak principalement, ne veut pas rentrer en conflit violent avec notre armée, parce que c'est notre armée qui est détournée par une vingtaine ou une trentaine de généraux. Deuxièmement, les milliers d'Algériens qui partent, ils emmènent avec eux un bout d'Algérie et ils ne coupent pas avec l'Algérie. Ce qui fait que par le biais de cette émigration, formelle ou informelle, et de tous les niveaux, du harra qui n'a aucun métier au médecin, ils ne coupent pas avec le pays. Ce qui fait que la société algérienne est beaucoup plus ouverte à l'étranger, notamment à l'Occident, que l'État algérien, que l'État algérien, que le régime algérien. Donc les membres sont aussi à l'étranger, il faut le rappeler. Les membres du régime algérien ont presque toute leur famille à l'étranger, leur base arrière, leur fortune, etc. Non, mais le plus important, c'est que la société algérienne ne s'est pas recroquevillée sur elle-même. Et le fait que nous ayons des millions de citoyens à l'étranger, tôt ou tard, ça va avoir des conséquences. Il ne faut pas oublier que les idées modernes du nationalisme, je dis bien les idées modernes du nationalisme, sont nées dans l'émigration algérienne. Le premier parti politique qui a demandé l'indépendance est né parmi les Algériens qui avaient immigré. Oui. Donc, cette émigration n'est pas totalement une perte. Ça pourrait être, à brève ou courte ou moyenne échéance, une chance pour l'Algérie. Et je vais donner un autre exemple. Israël est porté à bout de bras par sa diaspora.
qui représente 90% de la population. Au moins. Ils sont tous venus d'autres pays, ils ont tous une double Non, nationalité. non, la diaspora... Ah, celle qui vit à l'étranger, d'accord. Bien sûr. Ah, d'accord. Oui, pardon, j'avais mal. Donc, nous avons... D'ailleurs, le mot diaspora vient d'un mot juif. Hein, donc, nous avons une diaspora et qui, directement ou indirectement, va contribuer au changement en Algérie. Mais Abdel Houari, vous avez donné l'exemple de la révolution algérienne. J'entends bien. Et je rappelle qu'à ce moment-là, la Fédération de France, entre autres, en France, octobre 60, octobre 60. Hein. Oui, 60. Alors, 61. 61, voilà, pardon. Je rappelle que la diaspora constituait la principale source de financement de la révolution algérienne. Bien sûr. De très loin avant la Chine, avant la Russie. Bien sûr. À travers le réseau Janssen, même les Français. Non, mais bien sûr, les maquis de la Hélène ont été financés par les immigrés algériens. Puisque le dinar, parce que quand on était une colonie française, la monnaie qui circulait en Algérie n'était pas la monnaie qui circulait dans la métropole. Absolument. Donc la monnaie qui circulait en Algérie, on pouvait pas acheter des armes avec. Il fallait acheter des armes avec la devise. Le franc français, bien sûr. Oui, mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, toute la communauté algérienne de France, d'ailleurs, la plupart n'avaient pas leurs épouses et leurs enfants avec eux. La plupart. Je ne connais pas le taux en termes de pourcentage, mais énormément, en tout cas la grande majorité, n'avaient pas leur famille avec eux. Ils vivaient en célibataire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tous l'espoir de revenir à la patrie libérée. Et ils envoyaient la majeure partie de leur salaire au pays, à leur famille, et en partie directement dans les caisses du FLN. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Les gens qui sont un peu partout dans le monde, en France notamment, c'est des gens qui sont établis, dont les enfants sont avec eux, qui ne parlent pour la plupart même pas la langue, qui considèrent leur territoire, leur pays d'adoption comme étant le leur, qui votent dans ce pays et qui n'envisagent pas, où il y a très peu de perspectives de retour, y compris pour l'immigration aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, un peu partout. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y a de véritables perspectives d'un grand retour de cette communauté d'Algériens à l'étranger? Non, la perspective d'un grand retour n'existe pas. Mais ce qui existe, ce sont des relations qui vont continuer à exister. Mes enfants, par exemple, ont une relation, même, je dirais, idéalisée de l'Algérie. Ils vivent à l'étranger. Ils vivent à l'étranger, ils idéalisent l'Algérie. Voyez-vous? Donc, non, ça va, non, il y a... Ils idéalisent, mais ils n'envisagent pas d'y retourner, éventuellement. S'y installer, repartir. Non, mais si le pays se développe, il y a des opportunités d'emploi, s'il y a des espaces pour la classe moyenne en termes d'espace public, etc., il y aura une partie qui reviendrait. D'accord. Il y aura une partie qui reviendrait. Alors, il nous reste quelques minutes. J'aimerais vous demander de nous dire, et j'aimerais que nous puissions finir sur une note optimiste, s'il existe de vraies possibilités en la réalité actuelle, dans les conditions actuelles, de pouvoir repartir, de pouvoir faire repartir une véritable renaissance de l'intelligentsia algérienne, pour pouvoir habiter ces partis, ces institutions de façade, aller dans ces journaux de pure propagande. Est-ce qu'il est possible, d'une façon ou d'une autre, de pouvoir renverser la vapeur? Et si tel est le cas, qu'est-ce qu'il faudra faire? Moi, je pense que, de façon mondiale, nous sommes dans une période de reflux des espérances, de reflux révolutionnaire. Regardez ce que fait Trump dans le monde, avec la montée des partis d'extrême droite en Europe,
avec le chauvinisme qui monte aussi aux États-Unis, etc., nous sommes dans une période de reflux. Mais je pense que cette période, elle ne va pas continuer éternellement. Il va y avoir un renversement de vapeur, et on le voit déjà aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des protestations à l'intérieur du Parti démocrate, et il y a l'aile, maintenant ils se disent, alors que ce n'était pas possible il y a une dizaine d'années, ils se disent socialistes. L'aile socialiste du Parti démocrate. Donc il y a une reprise en main. On le voit ici en France. LFI est suffisamment ancré dans certaines régions, dans certains quartiers populaires, etc., etc. Je pense qu'il peut y avoir un retournement. Mais de manière générale, nous sommes encore dans la période de reflux réactionnaire. D'accord, très bien. Eh bien, Adil Houari, j'ai été vraiment très heureux de vous recevoir. Nous sommes amis dans la vraie vie. Hein, on se tutoie, on ne se voit pas. Bien sûr, bien sûr. Mais Adil Houari, je voulais vous raconter une petite histoire paysanne de la ruralité. Elle est d'une très grande sagesse. Et vous me l'avez rappelé tout à l'heure quand vous parliez de ce général malotru, grossier, qui ne va pas plus loin que sa bedaine, qui a des calculs et qui finira par payer très cher, y compris à travers son propre pays. C'est l'histoire du renard et du furet, Nems, comme on dit. Vous savez que le renard, il est très malin. Quand il va chasser une poule dans le poulailler du paysan, il attend le crépuscule, il arrive doucement, il voit les alentours, généralement en zéléba, soit un grillage, soit un zéléba. Il creuse par-dessous et il fait ses calculs de façon très, très élaborée. Il dit, je vais rentrer tout seul, c'est bien, mais en ressortant, je vais avoir un gros poulet dans la gueule. Donc il faut que je pense qu'en ressortant, je dois avoir plus d'espace. Alors il fait tous ses calculs pour ce poulet. Et une fois qu'il rentre doucement. Il s'introduit dans le poulailler, il repère le poulet qu'il veut voler, et d'un seul coup, il saute sur lui, le prend dans la gueule et il se sauve. Les poulets n'ont même pas le temps de commencer à piailler que lui, il est déjà sorti de son trou. C'est pour ça que le paysan n'attrape jamais le renard. Le renard qui n'a rien gâché, il a pris un poulet, qui s'est gavé, il a mangé un poulet à lui tout seul, et qui n'a pas fait grand mal. Arrive le furet qui est pourtant très fin, Nems. Il est comme le bras, il a la largeur d'un bras. Il est fin, mais il est d'une voracité incroyable. Il a les yeux plus gros que le ventre. Quand il rentre, il ne fait pas le calcul du renard. Il creuse un trou à l'ahsabou, juste de quoi passer. Il arrive dans le poulailler. Avec son tout petit estomac, il pourrait se contenter d'un quart de poulet. Mais lui, non, ce n'est pas un quart de poulet qu'il veut, c'est tout le poulailler. Alors il se met à massacrer tout le poulailler. Et c'est un sanguinaire, hein. Il les saigne, il prend par le cou, et d'un seul coup dedans, il coupe la jugulaire, et c'est tout le sang qui sort en 2 minutes. Alors tous les poulaillers se mettent à piailler, à glapir. Le paysan, il comprend tout de suite. Ah, c'est Nems. Il se lève, il prend le médra. Et l'autre, il est en train de tuer. À la fin, quand il entend le fermier arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un gros poulet dans sa gueule, le plus gros. Et il va dans son petit trou pour passer. Or, il ne peut pas passer. Et le paysan arrive, il prend sa fourche et il le plante par terre. Morale de l'histoire, le fermier a fait faillite. Le furet est mort et il n'a rien mangé du tout. Adil Houari, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Alors, au plaisir. Je rappelle la 2e réédition de la crise du discours religieux musulman, le nécessaire passage de Platon à Kant, Pull Presse universitaire de Louvain. Disponible en Algérie. Il est disponible en Algérie, c'est chez France Fanon Algérie, à Londres, chez Routledge, à New York, Londres. Et donc,
Et il y a aussi le deuxième ouvrage, l'actuel, qui vient de sortir, à qui je demande à la régie de le passer à côté de Adi El-Houari, Retour sur Kant aux origines de la modernité intellectuelle. Merci beaucoup, Adi El-Houari. Au plaisir de vous revoir bientôt, Inch'Allah. Merci Jamal. Merci beaucoup.